On parle vraiment de recrutement. On commence par le point de vue candidat. C'est quoi pour toi aujourd'hui être développeur en France et chercher du travail ou chercher un meilleur taf que celui qu'on a? Alors pour moi déjà être développeur c'est la bénédiction absolue en ce moment. Ouais. Je pense qu'on est le seul métier qui bénéficie d'une situation de plein emploi abusive, qui fait qu'aujourd'hui, en vrai, dans notre boulot, les bons ont du boulot, c'est pas un problème, on se les arrache. Les pas bons ont du boulot, les très mauvais ont du boulot. Et je suis sûr qu'en vrai, si tu prends un chien et que tu lui mets un t-shirt de développeur, ça peut passer sur un malentendu dans certaines boîtes, tellement tout le monde est en galère de recrutement. Ouais, en vrai, quand même, nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est quand même que côté col bleu, côté tout ce qui sort des grandes écoles numériques, le premier taf, il est compliqué à trouver, quoi. Le premier taf est toujours compliqué à trouver, mais si tu veux, si tu compares à... Enfin, tu vois, j'ai pas en marketing, là, le premier taf est hyper pénible à trouver aussi, mais le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi, tu vois. Ouais, mais du coup, quand un dirigeant d'entreprise aujourd'hui recrute quelqu'un qui fait du marketing, les trois quarts du temps, il sait comprendre son travail, il sait vérifier, même s'il n'a pas confiance, il sait le vérifier. Oui. Alors qu'un développeur, aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent des gens. Elles ne pourront pas vérifier si le taf est bien fait, donc elles cherchent les meilleurs développeurs. Ouais, mais là, rockstar développeur qui fait du x10. Ouais, mais là, tu es en train de parler de boîtes dont déjà ils ont une vision sur le développement qui est de recruter du développeur. Il y a aussi aujourd'hui des entreprises qu'on nommera pas qui embauchent de façon à remplir un contrat de 50 000 jours de collab Java. Et là, très concrètement, ça embauche au kilomètre, quoi. Et franchement, tu veux du collab Java, je vais trouver du collab Java, tu vois. C'est pas un problème, on va faire du collab Java. Et une discussion sur la RH. Non, mais en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec une RH en particulier qui en plus avait une façon de s'exprimer. J'avais vraiment envie. C'était insupportable en fait de parler avec elle parce que la façon de parler des collaborateurs, des candidats et tout, j'avais l'impression qu'elle négociait des kilos de tapis, quoi. Enfin, c'était et c'était vraiment. La discussion en était avilissante, tu vois. Il y a une SS2I où on est interdit en France. Je dirais pas laquelle. Mais où les collaborateurs sont d'accord pour dire l'ambiance elle est vachement bien chez nous. Bon après c'est vrai que chez les consultants c'est autre chose, mais nous en interne, la partie support, le cœur de l'entreprise, on est vachement sympa et entre nous on s'entend bien, tu vois. Et je suis là en mode oui, en fait la boîte elle n'a pas deux volets, genre les équipes support et les consultants. C'est des vrais gens. Mais tu vois, l'existence de l'assistance technique, tu vois, ou la régie en société de service, est en fait quand même résultante du fait que le marché d'emploi des développeurs est aujourd'hui complètement désaxé et dysfonctionnel, ce qui permet à ce genre de situation, qui en fait est du prêt de main d'œuvre déguisé, même pas très bien, tu vois, on n'est quand même pas sur le gros déguisement, et qui est généré par le non-fonctionnement de ce marché-là. Ce qui n'est pas dramatique une fois que tu l'as accepté, mais fondamentalement, pour moi, c'est un vrai symptôme du fait que le marché d'emploi est un peu baisé quand même. C'est aussi qu'aujourd'hui, chez les donneurs d'ordre, c'est plus facile de prendre un prestat que de recruter un développeur. J'ai des clients qui me disent non, un développeur qui vient du Maroc ou d'Algérie, je ne sais pas faire les papiers, c'est pas possible. Alors que si le bonhomme il vient avec les mêmes conditions, mais vient via une société de service, il fait un entretien le lundi soir, le mardi matin il bosse. Oui, c'est ça. Et donc c'est plus facile de prendre des prestats dans certaines boîtes, quoi. C'est un vrai sujet. Mais du coup, pour moi, être développeur en France, je trouve quand même que c'est plutôt peinard comme boulot, parce que ta situation d'emploi est assez tranquille, on a quand même des salaires plutôt bien, et c'est facile de changer de job. Tu te plais pas à un endroit, c'est pas très compliqué de changer de boulot, quoi. Je parle moi avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes métiers, des gens qui sont dans le légal ou le paralégal, par exemple, changer de job, c'est un plan de bataille sur 9 mois pour, tu vois. Concrètement, aujourd'hui, un développeur qui a envie de changer de job, il peut sauter de l'avion, tu vois. Ça va bien se passer, le parachute va s'ouvrir, quoi. J'ai posé des DEM déjà plusieurs fois. Voilà, les développeurs posent des DEM. Genre, c'est quand même rare les métiers aujourd'hui en France. Il y a une peur du chômage, les développeurs posent des DEM, c'est pas grave.
et tu as souvent des bassins d'emploi qui se font assécher. Donc ça, c'est un premier truc, c'est que je trouve qu'on a quand même de la chance, il faut être clair. Il y a beaucoup de boulot intéressant à faire. Il y a des énormes problèmes managériaux dans beaucoup de boîtes, ce qui fait que tu as des boîtes où ça pourrait être intéressant et où ça ne l'est pas, parce que la boîte est dysfonctionnelle, et ça, c'est extrêmement dommage. Est-ce que du coup, dans ces boîtes-là, c'est la vision du métier des développeurs ou les développeurs qui sont pas valorisés? En fait... Je suis les réponses dans les questions. Ouais, c'est bien, c'est ton côté Charlene Vanhoenacker. Merci. Je suis pas intervieweur, je suis humoriste. En fait, j'ai blogué. Je disais que s'il y a un problème de management, est-ce que c'est lié directement à la perception du métier de développeur? Ouais. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée de l'informatique dans les entreprises a généré ce service informatique qui allait s'occuper du virtuel et le reste de la boîte allait s'occuper du réel. Ce qui est complètement con. Enfin, putain, on t'a beaucoup parlé du monde virtuel et tout. Enfin, quand je parle avec quelqu'un sur Facebook, c'est pas quelqu'un virtuel, c'est quelqu'un réel. Et la discussion n'est pas plus virtuelle parce qu'au lieu de s'envoyer des lettres de papier, on s'est envoyé des textos sur Facebook ou des emojis ou Non, il y a des sentiments qui vont avec en fait. Voilà. Et du coup, c'est pas du virtuel. Et donc en fait, ils sont pas dans une économie virtuelle. Et le fait d'avoir cantonné les gens à vous êtes les outilleurs de l'économie virtuelle, ça a généré un truc qui est qu'aujourd'hui, il y a une non-compréhension de ce qui est en train de se produire. La réalité, c'est qu'en fait, tu as eu une révolution industrielle première où on avait inventé le moteur. Ouais. Le moteur, ça a remplacé le muscle, en fait, humain. Donc en fait, tu prenais des bonhommes qui avant se servaient de leurs muscles et tu les remplaces par des moteurs parce que le moteur, c'est moins cher, c'est plus simple, c'est machin. C'est la mécanisation. Ça a permis de mécaniser le travail agricole et de mécaniser le travail manufacturier. Quand on dit mécaniser, ça veut dire pas dire complètement supprimer, mais c'est quand même essentiellement, on va faire baisser la quantité de gens. Si tu fais les porteurs d'eau... C'est ça. Mais ça, ils ont été plus ubérisés ils ont été supprimés par l'arrivée des tuyaux. Ce qui était quand même pas si mal comme modèle. Voilà. Non, parce que porter de l'eau, c'était pas ouf. Ouais, c'était chiant. Je pense que c'était assez chiant comme boulot. Quoi. Ouais. Il y avait des esclaves à l'époque. Ouais. Puis après, tu as des gens qui étaient des quasi-esclaves qui le faisaient. Ouais. Ensuite, l'invention de l'ordinateur, en fait, c'est le moment où on fait une révolution industrielle de la dématérialisation du cerveau humain. C'est-à-dire que, par exemple, avant, un service comptabilité, c'était des gens qui faisaient des additions et des soustractions. Enfin, c'était des gens qui faisaient des maths et qui avaient le grand livre, qui était littéralement un livre. Et en fait, ils inscrivaient les opérations et faisaient des calculs, quoi, des sommes. Et puis est arrivée la calculette, qui a mécanisé en partie ce boulot-là, ce qui a fait que c'était plus rapide. Puis l'ordinateur, on a dématérialisé le grand livre. Et puis personne ne fait plus d'addition. Les additions, elles se font toutes seules. Ouais. Et du coup, ton game à toi, c'est plus l'optimisation fiscale au-dessus. Et donc, du coup, ton ambition, elle est plus dématérialisée. Mais aujourd'hui, une partie de cette dématérialisation-là, désolé pour ce hips, une partie de cette dématérialisation-là, on pourrait même imaginer que de l'intelligence artificielle fasse de la dématérialisation fiscale. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que progressivement, l'ordinateur crée une révolution industrielle sur le cerveau humain. Et donc il y a plein de jobs qui sont automatisés. Ce qui veut dire que dans une entreprise qui existait déjà, il ne faut pas considérer que l'informatique est une des activités de la société. L'informatique, c'est la machine-outil pour remplacer des cerveaux humains. Et donc il faut la mettre au cœur de la boîte. Et tu n'as plus des gens qui gèrent les ordinateurs, tu as des gens à qui tu apprends ton boulot pour qu'ils l'automatisent, pour que tu passes à autre chose et que tu sois plus rentable. Et ça pose plusieurs problèmes. D'abord, tu as des développeurs qui n'ont rien à taper d'apprendre le boulot dans lequel ils sont. Ouais. Et ensuite, tu as des gens, ils n'ont pas envie de l'expliquer à des développeurs parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être en danger. Mais fondamentalement, aujourd'hui, tu prends un développeur qui bosse dans une banque, sa valeur, c'est pas tant de savoir taper du Java, c'est de comprendre les mécanismes bancaires. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction bancaire? Qu'est-ce que c'est que les accords de Bâle? Qu'est-ce que c'est... Tu vois, tout le métier qui est à la fois réglementaire et métier, qui permet de comprendre ça. Et ensuite, la valeur de la boîte, ça va être à la fois les machines-outils, que sont du coup les logiciels, et les données qu'elle a. Et ça, c'est tellement vrai que si on prend typiquement le cas bancaire, une des valeurs de la boîte, c'est le fait d'avoir l'état des comptes des gens pendant des dizaines d'années, qui te permet de faire de la prédiction et de comprendre comment fonctionne un client bancaire. Ouais. Aujourd'hui,
aux États-Unis, si tu veux un compte Amazon, donc Amazon a décidé qu'ils allaient faire une banque, ils l'ont annoncé. Si tu veux un compte Amazon Prime aujourd'hui aux États-Unis, tu peux ne pas le payer, tu leur envoies tous tes relevés bancaires. Et ils te donnent Prime gratuitement. Parce qu'ils sont en train de construire cette base de connaissances. En fait, ils sont en train d'acheter, pour finir une misère, un asset que d'autres boîtes ont mis des dizaines d'années à construire. Ouais, je comprends. Donc pour moi, c'est assez intéressant dans une entreprise aujourd'hui, quand on voit en France, c'est oui, clairement, c'est un problème d'enjeu managérial, de ne pas comprendre que on n'a plus un service informatique. On a une boîte qui utilise massivement l'ordinateur pour transformer ses process, pour automatiser des choses qui ne l'étaient pas avant, parce que plus vite tu automatiseras, plus tu seras compétitif sur ton marché, et donc plus tu seras rentable sur un marché qui va vers du... Tu vois. Ça, sur le banque assurance, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à constater, où il y a un fort mouvement d'internalisation du coup des développeurs, avec des entreprises qui partagent une conviction comme quoi les développeurs en Presta, ils ne créent pas de la valeur parce qu'ils ne comprennent pas le métier et ne s'investissent pas pour, dans la durée. Et qu'un Presta qui produit du code, il ne va pas le maintenir ensuite, donc ils s'en foutent. C'est ça. Et puis que du coup, la valeur des gens qui ont compris ton métier, Ouais. du coup, était plus chez toi. Et donc en fait, l'investissement que tu as passé à expliquer à quelqu'un ton métier, tu allais le balancer à la poubelle. Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre, et notamment pour toutes les boîtes où tu peux avoir des fois des démarrages compliqués. Moi, je me souviens d'une boîte où, typiquement, je me pointe dans une boîte pour faire un audit. Des fois, je fais des audits, parce que j'ai gardé ça de mon activité passée. Et tu te pointes dans une boîte, un audit, où c'était typiquement ça. La direction avait mis une date de livraison, avait demandé, c'était pire que ça, la direction avait demandé le chiffrage de la nouvelle plateforme, donc qui était un total refonte, alors qu'il fallait migrer toutes les données et tout, en disant il nous faut une date, il nous faut un chiffrage en temps en jour homme, faut que ça sorte pour telle date. Et à force de foutre la pression, le CTO avait du coup chiffré qu'il y avait 1000 jours hommes, ce qui faisait ah bah tiens, on tombe sur la date qu'on voulait. C'est incroyable. Donc ils ont mis la deadline, ce qui très sincèrement était pas spécialement surprenant, tu vois, vu la situation. Enfin, pour moi, ils bossaient très bien. C'est juste qu'à un moment, ça coûtera 1000 jours hommes, tu vois. À quel moment on a décidé que c'était la réalité, tu vois. Donc, ils misent la deadline et la direction générale mandate des consultants pour venir les défoncer. En clair, c'était ça. On a débarqué, j'ai débarqué et ma mission en filigrane, c'était on va les défoncer parce que du coup, on va tous les virer, c'est tous des cons. Et en fait, moi, je me suis retrouvé à faire un rendu qui était de dire alors, moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Une des raisons pour lesquelles le soft, il n'est pas là à l'heure, et donc j'ai commencé par leur expliquer que pour moi, le à l'heure n'était pas la bonne endroit, n'était pas la bonne conception, mais surtout, ça fait 8-9 mois que tu investis dans une team. Cette team-là, ils ont appris dans ton métier, ils le connaissent, ils le comprennent, ils l'ont enfin. Si tu les vires, tu jettes plein d'argent à la poubelle. Parce que les nouveaux que tu vas recruter, ils ne le connaissent pas ton métier, donc tu vas mettre 8 mois à leur apprendre. Et le soft ne va pas aller plus vite parce que c'est des bons développeurs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu as un métier compliqué, c'était un métier compliqué, tu vois. Et qu'il faut que les gens apprennent le métier pour l'automatiser. Et ça prend du temps d'apprendre ton métier. Donc moi, par contre, ce que je ferais à ta place, c'est que je lancerais des processus d'apprentissage du métier. C'était un métier où, par exemple, il y avait un call center. Je dis, tu prends tes développeurs, tu les colles dans le call center une semaine. Ouais, mais avec le salaire du développeur, comparé à... Oui, mais ce qu'ils vont apprendre en faisant le call center, c'est là-dessus, t'investis en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, tu vois, dans une boîte, c'est vraiment ça, comprendre que tu as des ressources, et c'est des gens qui comprennent ton métier et qui sont capables de coder. Mais c'est pas des développeurs, en fait. Pour moi, ça, même dans la terminologie, c'est complètement con, en fait. La principale qualité d'un développeur pour ta boîte, c'est pas que le mec sache coder. Ouais, c'est qu'il ait compris le métier. C'est qu'il comprenne le métier, et que du coup, il ait une capacité à faire de l'automatisation. C'est l'acteur de la digitalisation de ton core business, quoi. C'est ça, c'est l'acteur de la digitalisation. T'as kiffé digitalisation? Ouais. Non, en vrai, pour se recentrer sur les candidats, tu es connu pour avoir écrit Le Poisson Pané. Ouais. Quelle est la bonne façon que doit prendre un développeur? Alors pas pour candidater, c'est pas le cœur du sujet, mais pour trouver un poste qui lui plaît vraiment, pour trouver une entreprise où il sera heureux. Sachant qu'on parle souvent d'un compromis, soit tu as un job intéressant, soit tu as un job bien payé, soit tu as un job au bon endroit. Tu ne peux pas avoir 100% sur les 3 branches. Comment trouver ce compromis-là?
Alors pour moi, déjà, il ne faut pas chercher un job. Ouais. Parce que tu vois, si tu veux, c'est comme quand tu dis, ah ben, c'est un collab Java, tu vois, c'est comme si tous les collabs Java étaient des collabs Java, tu vois. Pour moi, on ne cherche pas un job, tu vois, parce que ça voudrait dire que tous les jobs se valent, ce qui serait à peu près aussi con, tu vois. Donc pour moi, tu cherches un boulot qui te plaît. La première chose, c'est que moi, il y a des gens, je me dis, j'aimerais bosser avec eux. Il y a des boîtes, ça m'excite. J'aurais rien à faire aujourd'hui. Je pense que ma passion dans la vie serait de trouver le moyen de bosser dans une des boîtes de Musk, parce que je trouve le mec hyper inspirant. Même si, a priori, ça a l'air d'être un peu rude en interne, la façon dont ça bosse, je trouve ça inspirant. Et du coup, je pense que je ferai tout pour rentrer dans une de ces boîtes-là. Et donc, je vois beaucoup de gens, quand ils cherchent un job, ils font du spray and pray, c'est-à-dire qu'ils arrosent tous les gens qui font plus ou moins de l'informatique en disant je cherche un boulot de développeur, tu vois. Votre entreprise m'intéresse énormément, tu sais, ne mettons même pas le nom de la boîte. Et t'es là. J'ai posé 400 candidatures, personne n'a répondu. Peut-être que tu t'y prends mal. C'est ça. Si aujourd'hui je devais chercher un job, j'irais voir une boîte avec laquelle j'ai envie de bosser, j'obtiendrai une réponse oui ou non, mais j'écrirai quelque chose de bonjour. Ce que vous faites, c'est ça, ça, ça. Ce que j'en comprends, c'est ça. Je pense qu'il y a des opportunités dans votre truc qui est de faire ça. Ouais. Moi, ça fit avec mes attentes. J'ai envie de travailler là-dessus. Rencontrons-nous pour discuter d'une collaboration. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire, voilà, j'ai envie d'aller bosser chez ces gens-là. Et tant qu'on t'a pas dit non, c'est pas perdu. C'est ça. Alors après, il y a des fois, c'est pas le bon contexte. Donc après, tu peux fitter avec les gens et les gens te répondent oui, on n'a pas de sous, c'est pas la bonne temporalité, machin. Et du coup, peut-être ça se fera jamais. Yes. Parce que c'est compliqué la vie. Il faut que tout s'emboîte bien dans le bon sens et des fois, ça fit pas. Mais du coup, tu passes à la boîte suivante. Et du coup, pour moi, il faut séquencer et au pire, tu tiens 3 leads en même temps. Mais et ça, c'est un truc qu'on apprend aux commerciaux. Un commercial, on lui dit quand tu attaques un prospect, tant qu'il t'a pas dit non, c'est que t'as pas assez forcé, quoi. Ouais, et en même temps, tu vaporises pas comme un sauvage, quoi. C'est ça, tu te concentres. Mais du coup, un développeur, on lui apprend pas forcément à créer un rapport avec une entreprise complètement étrangère jusqu'à rentrer, quoi. Oui, puis les gens ne te donnent pas un job, en fait. Tu vas bosser avec des gens. C'est pour ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est un problème même de vocabulaire. On ne te donne pas un job. On ne te fait pas la mansuétude de te filer un job. Les gens qui veulent bosser chez Clever, mais il y en a des gens, ils m'ont tué, quoi. Il y a des gens. Canard qui bosse chez nous maintenant, c'est un mec qui l'a demandé son stage chez nous. Il m'a envoyé un DM sur Twitter. Sans déconner, le machin était long comme as. Donc je sais, je l'ai affiché sur mon téléphone. Le machin était long comme as. Ouais. Et donc le mec m'explique plein de trucs de pourquoi il a envie de bosser chez nous, parce que ça l'intéresse en techno, ce qu'il a fait, il trouve que le produit, machin, etc. Enfin vraiment, il me raconte sa vie, quoi. Et à la fin, il me demande un stage. Le mec habite dans une autre ville et il me demande un stage en disant il n'y a pas de problème, je viendrai loger sur Nantes, enfin je me débrouille. Ça montre une motivation, un truc, un machin. Je suis obligé de dire au moins oui, rencontrons-nous. Et je veux dire, enfin, la qualité de l'échange était telle que les chances que je dise pas oui étaient extrêmement faibles, tu vois. Enfin, il aurait fallu qu'on s'engueule, tu vois, dans l'entretien pour que ça. Enfin, vraiment, le mec avec qui ça ne fitterait absolument pas pour que ça se passe pas. Tout comme j'ai recruté pareil. Donc maintenant, il est associé chez nous. Quand même. Enfin, c'est un mec qui est rentré, qui a fait stage, puis qui est passé alternant et qui est associé, donc et qui est en CDI et associé chez nous. Donc c'est un mec vraiment extraordinaire, tu vois. Et c'est un fit parce qu'il avait décidé de bosser là. Mais il n'a pas posé 300 demandes de stage. Il en a envoyé une. Et quand j'ai pas répondu la première fois à son DM, il a remis un ping. Et j'ai lu le DM. J'ai fait OK, faut qu'on se parle. Enfin, l'affaire a été pliée assez vite parce qu'il avait tellement bossé le sujet que ça avait du sens. Ça, relancer sur une candidature, il y a plein de gens qui osent pas le faire. Ah ouais, ça c'est très chelou. Faut se mettre dans la tête que des fois le recruteur, surtout si c'est pas son job full-time, il est à l'ouest. Et c'est triste, mais le recrutement, en fait, c'est rarement ton problème immédiat. Tu as des problèmes immédiats sur des clients, tu as des problèmes immédiats sur... Enfin, tu as plein de sujets qui sont des problèmes immédiats à régler dans la minute. Et pour peu que ça se soit mal stacké et qu'en plus tu es un déplacement et que machin, le mail va tomber un peu dans la boîte et on a tous du mal à être une box zéro et du coup parfois ça va partir et tu t'en rappelles 3 mois plus tard et tu fais ah ouais il y avait cette candidature, j'avais lu la moitié du mail dans la notif, ça avait l'air pas si mal, et t'es hyper mal vis-à-vis de la personne.
Alors qu'en fait, des fois, repousser, c'est pas nécessairement grave, tu vois. Ouais. Disant, vraiment, en vrai, enfin, ça nous branche, j'ai envie de venir chez vous. Enfin, je vois des candidats qui me disent putain, j'aimerais vraiment bosser dans cette boîte-là, j'ai candidaté, on m'a pas répondu. Je dis bah, du coup, relance. Parce que ça, au moment où tu relances, tu montres que tu as vraiment bossé dans la boîte, quoi. Et puis en plus, les gens aiment pas dire non. Surtout quand tu candidates directement auprès du CTO, c'est pas nécessairement des gens qui ont une grande capacité à dire non, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que c'est pas le bon moment, parce que ton profil nous plaît pas. Enfin, c'est pas des gens qui savent facilement dire non, Ouais. ou qui savent dire non maintenant, tu vois. Et donc du coup, il faut les aider. À faire ça, tu vois. Il faut les aider à te dire non, tu vois. Donc, c'est-à-dire, il faut éviter de poser. Enfin, c'est comme quand les gens m'envoient des mails avec des questions ouvertes comme as, tu vois. Là, genre, oh, attends, genre que j'y réfléchisse, que je rédige, machin. Alors que tu m'envoies un mail en disant, bon, si t'as pas répondu à mon mail précédent, c'est que tu t'en fous, deux, que t'as pas le temps, trois, que c'est pas votre momentum, vous n'avez pas le budget pour recruter un nouveau profil, quatre, tu vois, et tu me donnes cette possibilité-là, et en fait, je vais pouvoir te répondre avec un chiffre, tu vois. Ouais. Alors là, du coup, tu donnes quand même vachement l'option au recruteur de te dire j'ai pas le budget. Alors que là, si tu lui donnes l'option de te dire qu'il n'a pas de budget alors qu'il n'a peut-être pas regardé la candidature, moi ce que je recommande souvent c'est de demander, de dire si je peux pas aller chez vous, est-ce que vous connaissez d'autres boîtes où je pourrais aller? Ou est-ce que vous pouvez m'orienter? Ouais. De demander un service en échange du nom. Alors d'abord, ça c'est un premier truc qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que demander des services aux gens, c'est en fait, vous flattez leur ego quand vous demandez des services aux gens. Et donc en fait, si vous voulez que les gens soient proactifs avec vous, il faut leur demander beaucoup de services. En fait, ils s'habituent à te filer des trucs. Et ça, c'est un grand truc. C'est ce que j'explique à toutes les boîtes qui rentrent dans The Family. Tu as des boîtes qui rentrent dans The Family et qui me disent « Mais The Family, c'est nul, ça sert à rien, les mecs viennent jamais me proposer que dalle. » Je dis « Mais attends, personne n'a jamais dit qu'ils avaient que ça à foutre. Demande des trucs. » Et à force de demander des trucs, ils te connaissent mieux, ils pensent à toi souvent, tu rentres dans leur boucle immédiate de pensée temporelle. Et du coup, ouais, il y a des trucs qui vont tomber tout seuls. Mais c'est pas parce que t'es rentré que, les mecs ont 300 boîtes dans le portefeuille. Et ça devient général, du coup, juste par exemple un stagiaire, tu n'as pas envie de lui dire oui, tu lui demandes ouais, pour mon stage, est-ce que tu as une idée de qui je peux aller voir? Tu as forcément des idées rapidement d'une boîte qui recrute son type de profil, quoi. Ouais, et puis au pire, tu as positionné les gens dans une idée qui n'était pas je veux un job, mais je veux quelque chose d'intéressant. J'avais pensé à vous, manifestement c'est pas possible, ça ne fit pas, mais comme j'avais pensé à vous, qui est-ce que tu connais ou toi tu penses que ça pourrait être bien? Et donc du coup, tu n'as pas cette impression, parce que l'article sur les poissons panés c'était ça en fait, l'article sur les poissons panés c'est parti d'un truc où à force de recevoir ces espèces de candidatures, de lettres de motivation googlées qui étaient pourries, où du coup je répondais toujours à un mail qui était c'est ni oui ni non, mais en fait c'est genre je sais pas quoi répondre à ton mail là, il est pourri en fait. Et donc du coup j'avais un mail template et en fait la base de Poisson Pané c'est qu'en fait je mettais mon mail template aux gens en disant bah voilà c'est ça le mail template et j'expliquais aux gens autour pourquoi. Et il y a des gens qui ont super mal pris ce mail là, qui disaient ouais mais vous vous rendez pas compte, on fait des efforts, c'est dur et tout. Mais non, en fait c'est pas la question. Tu me demandes pourquoi je réponds pas, bah c'est simple, je sais pas quoi te répondre. Il faut que tu me guides, et il faut que tu m'expliques ce que tu veux, et que tu me dises que tu veux un job ou un stage. Enfin, c'est vague, quoi. Maintenant, j'ai un template de mail où je dis ok, merci pour ta candidature. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on vend, me dire quel parallèle est entre ton CV et notre boîte, et quelles sont une connaissance générale à propos du poste, quoi. Bah moi, du coup, je revois l'article du Poisson Pané. Sur la page de Clever Page sur We Love Devs, il y a encore un stagiaire qui demande est-ce que vous prenez les stagiaires, et tu as répondu en mettant un lien vers le truc. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur ce sujet. Alors, selon les stats de mon médium, ouais, il y a beaucoup de gens qui cliquent qui voient cet article au général, et je pense que c'est au global positif parce que donc j'ai fait cet article-là, ça a déchaîné plus ou moins des passions, qui m'ont dit que j'étais méchant, tout ça, parce que je pouvais pas demander aux gens de travailler leur candidature parce qu'ils bossaient pas encore chez moi. J'étais là genre bah ouais mais il y a un moment, je sais pas quoi proposer quoi. Faut bien que les gens, je vais pas prendre les gens au pif quoi. Donc ça a vachement augmenté le niveau de qualité en fait des candidatures chez nous. Ouais. Ce qui est positif en fait. En même temps, du coup, c'est une instruction claire de comment tu veux qu'on candidate chez toi. Il y a beaucoup de boîtes qui sont pas capables de dire c'est quoi la bonne façon de candidater dans la boîte. C'est ça. Et j'essaye de répondre à tout le monde.
Ouais. Alors après, s'il y en a qui regardent ça et qui se disent putain c'est un menteur parce qu'en vrai il m'a pas répondu, oui c'est possible, je loupe des mails, je m'en excuse vraiment et sincèrement je m'en excuse parce que je trouve ça insupportable quand tu as mis un espoir et que tu as écrit à quelqu'un qui t'a pas répondu et qu'après t'as pas osé le relancer. Je m'en excuse, je sais que c'est dur. N'hésitez pas à me repinguer. N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à le faire jusqu'à 3 fois en vous disant il m'a pas répondu et c'est pas cool. Je suis censé vous apporter une réponse. Vous avez candidaté chez moi en ayant une bonne approche, c'est-à-dire en m'expliquant pourquoi vous voulez bosser chez nous, pourquoi, dans quel sens, et je vous ai pas répondu. C'est très peu excusable. Parce que vous avez fait un vrai boulot et vous y mettiez de l'engagement. Et si je vous ai pas répondu alors que vous avez fait ça, ce qui est possible, je sais que j'ai 13 000 mails non lus, donc je sais que c'est possible. J'en suis très sincèrement désolé. En plus, en vrai, les mails auxquels je réponds pas comme ça, c'est simplement parce que le jour-là, j'ai dû prendre un bouillon, j'ai dû recevoir 200 mails et il est passé à la trappe. Quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'essaye à l'agent de la Roche-Brochard d'avoir ce moment dans la semaine où je fais inbox 0. Sauf que parfois l'inbox elle n'est pas à 0. En fait, c'est plus je pars de. Ouais, hier je crois que j'étais à 190, je vais redescendre à 190. C'est ça. En fait, tu redescends et puis il y a des mails bloqueurs. En fait, tu as toujours ce mail-là. Il est à la fois important et pas si important que ça. Et en fait, c'est pas répondre aux mails l'enjeu du truc. C'est tout le boulot que ça demande. Et en fait, il y a 3 jours de boulot derrière à construire un doc ou un connerie comme ça, quoi. Et en fait, ce mail-là, tu sais pas pourquoi te bloque dans ta descente de ta boîte mail. Ouais. Et en fait, tu as envie de le mettre à traiter plus tard. Et en fait, tu sais très bien que quand il va se repointer, tu l'auras pas fait. Du coup, tu dis, bon, bah, je vais aller faire le boulot. Et en fait, là, il vient de te niquer tous les mails qui étaient derrière. Tu vois, parce qu'en fait, c'était le hard stop du traitement du mail. Parce que oui. Ouais. Bref, toujours est-il que pour candidater, intéressez-vous aux gens chez qui vous allez, expliquez-leur pourquoi vous allez chez eux. Ouais. Et travaillez upfront sur ce sujet-là. Faites une belle candidature. Montrez de l'intérêt. Enfin, nous, on a un boulot pour développeurs. Des développeurs qui candidatent chez Clever et qui n'ont pas de compte Clever, qui ne l'ont pas testé, je ne sais pas quoi leur dire, quoi. Enfin, on a un boulot de développeur, il y a un free trial, testez le produit avant de m'expliquer que vous voulez bosser pour nous. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Il y a un ami, vraiment, je l'adore, il me dit je cherche des boîtes qui seraient capables d'embaucher les développeurs de l'information. Je dis franchement, il y a une application pour ça. Tu connais We Love Devs ou pas? Le mec me pose la question, il n'a même pas regardé ce qu'on fait. Genre, il n'a jamais ouvert le site web. C'est comme, vous voyez, un bon chef qui irait dans un resto, qui n'aurait pas été y bouffer avant. Ouais. Et ça, si vous parlez avec des chefs, je trouve qu'on a plein de potes chefs, donc voilà. Ouais. C'est impensable. Enfin, un bon chef, il sait quels sont les bons restos d'une ville en permanence. Alors que si vous y réfléchissez bien, c'est hyper balèze pour un chef d'aller bouffer au resto. Parce que comme il fait la popote, littéralement, pendant que les gens vont manger, c'est très très compliqué pour les gens, les restaurateurs, d'aller bouffer chez leurs concurrents pour savoir comment ça se met. C'est hyper compliqué logistiquement pour eux. Ouais, et tu reconnais les meilleurs restaurateurs et les meilleurs chefs à ceux qui arrivent à s'organiser pour le faire et qui, quand tu parles avec eux en disant bah voilà, ce que tu as fait à manger c'était très bon, c'était un des bons restos de la ville et tout, la personne qui te dit ouais, alors en vrai il faudrait que tu ailles manger chez machin et chez machin et chez machin, c'est la personne qui connaît bien intimement son écosystème et qui est intéressante. Eh ben, pour moi, c'est la même chose sur un candidat. Il y a un candidat qui t'écrit, qui n'a pas du tout regardé le sujet parce qu'il veut que tu lui donnes un job avant de se mettre au boulot. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu veux bosser chez quelqu'un, upfront, tu montres que tu as envie de bosser, et après, parlons de rémunération. Mais c'est un autre sujet pour moi. Au final, ce que tu dis, c'est pas qu'il faut fournir du travail, mais c'est qu'il faut être sincère dans sa démarche. Et si tu es sincère dans ta démarche, du coup, tu fais du travail. De manière générale, moi, je suis pour la sincérité dans la vie. J'essaye de faire un truc simple, qui est de penser ce que je dis et dire ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils font de la merde, je leur dis clairement je pense qu'ils font de la merde. Alors, je commence par je pense, qui veut dire que c'est ma pensée. Ça ne veut pas dire qu'ils font factuellement de la merde. Ça veut dire que la perception que j'en ai est mauvaise. Et que, du coup, je suis ouvert à ce débat-là. Et il faut pas prendre les choses mal. Et j'essaye de toujours être sincère. Et ça simplifie tellement ta vie au quotidien que je trouve que c'est hyper important. Parce que en fait, le boulot pour moi, c'est quelque chose qui est
enfin pour moi c'est fondamental. J'ai pas envie je n'accepte pas un deal qui a été monté au 19e siècle, qui est un deal qui est de dire on va faire les 3-8. Tu as 8 heures de sommeil, 8 heures de trépalium, le travail pénible, qui vont t'offrir 8 heures de loisir, qui sera ta consommation. Et en fait, tu vas acheter par la pénibilité de ton travail le droit de consommer. Ouais. Et du coup, ton job, c'est ne le fais pas bien, n'y mets pas d'ambition, et puis fais ce qu'on t'a demandé. Tu sais, c'est ces gens affreux qui font des trucs non éthiques, qui vont détruire la planète, qui vont tuer des gens, qui vont whatever. Et à la fin, quand tu leur dis, ils te disent « Ouais, non, moi j'ai juste fait ce qu'on me demandait. C'était juste mon job. » Genre, mais non, t'as fait des trucs, mec. Enfin, accepte la responsabilité transcendantale qu'il y a sur toi. Il y a des choses, faut pas les faire, c'est tout. Même si on t'a donné l'ordre de les faire dans ton job, t'envoies les gens chier. Parce que c'est pas acceptable. Et pour moi, ce deal-là, tu vois, des 3-8, c'est pas un deal que j'accepte. Je trouve que le boulot, on en fait beaucoup, c'est important. Clairement, dans mon trade personnel, il faut que mon boulot m'intéresse. Ouais. Si mon boulot m'intéresse pas, ça va mal se mettre. Donc, tu vois, très concrètement, parce que t'en parlais sur la localisation, l'argent, le machin, ouais. Pour moi, l'intérêt du travail est hyper important. Ouais. Et on m'a proposé plusieurs fois, 10 fois mon salaire actuel. Alors, par ailleurs, je possède la boîte et machin, etc. Mais je les ai refusés. Enfin, j'ai pas réfléchi en fait, parce que je savais que là où on me le proposait, ça le ferait pas, quoi. Et puis en vrai, si on te le propose aujourd'hui, si on te le propose aujourd'hui, on te le reproposera plus tard. Ouais. Et en plus, ça se sait que tu l'as refusé. Surtout sur des salaires mirobolants ou des postes mirobolants. En fait, tout le monde sait qu'on te l'a proposé dans l'écosystème. Tout le monde sait que tu étais là. Et en fait, ça veut dire que tu es de ce niveau-là, en fait. Et donc, il y a des opportunités, il faut les saisir, mais quand c'est pas le bon moment, des fois, c'est pas le bon moment. Il faut l'expliquer aux gens, il faut le dire. Ouais, ça va pas le faire, là, en fait. Enfin, c'est pas le bon temporal, ça va pas le passer, quoi. Ouais, je comprends. Donc moi, c'est trouver des boulots qui vous intéressent. Vous êtes malheureux au boulot, faut arrêter. Et c'est un autre truc, hein, c'est dans Clever, dans ma façon de gérer les gens. Des fois, on me dit, mais ça c'est cool, etc. T'as l'air d'être gentil. Je suis pas gentil. C'est juste, vous voyez l'espèce d'enlise intellectuelle en tant que manager de se dire, j'ai créé un endroit où les gens, ils sont malheureux. Ça, c'est un vrai truc parce que je vais reprendre la question dans l'autre sens. Il y a beaucoup de boîtes qui sont pas capables de dire, le job chez nous, il est chouette. Donc les salaires sont pas ouf. Ou les salaires sont pas exceptionnels, mais le job est chouette, tu vois, ou qui arrivent pas à exprimer leur politique salariale. Tu vois. Dire je suis 2K au-dessus du marché, dire je suis 2K au-dessus du marché, mais... Alors nous, on est en dessous du marché, tout le monde le sait, c'est pas une question, on s'augmente petit à petit, et voilà, parce qu'en fait, on a décidé de développer la boîte sans invest, et donc il y a un moment, tu peux pas payer les gens 150 000 balles annuelles si tu ne rapportes pas beaucoup plus de blé. Nous, par exemple, on sait qu'on est en dessous. C'est pas une politique de notre part. En vrai, on préférait payer les gens bien, mieux. Ouais. C'est juste que dans le développement de la boîte, t'as pas d'invest, tu peux pas trop cramer, et donc tu dois être rationnel dans les choses. Par contre, on le dit clairement, on dit, par contre, bosser chez Clever, tu vas apprendre des choses, c'est sympa, l'ambiance est bonne, c'est cool, et du coup, c'est un deal. Et peut-être que c'est un deal que tu as envie de prendre, peut-être que c'est pas un deal que tu as envie de prendre. Je connais des gens aussi qui ont été abîmés, moi je connais des gens qui ont été abîmés par tellement de boîtes de merde dans lesquelles bosser c'était affreux, que c'est des gens qui sont devenus des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas considérer le travail comme un endroit d'épanouissement, ils sont obligés de prendre plein de thunes pour accepter de se faire chier. Et dans le sens inverse, j'étais en audit chez un client et il me disait qu'il avait peur de positionner leur politique de salaire comme étant plus haute. Donc, ce qu'il avait peur, c'est qu'en affirmant que les gens sont bien payés dans sa boîte, il attire des gens vénaux qui ne correspondent pas à sa culture. Et ça, je suis assez convaincu que c'est pas possible. Je suis assez d'accord, en fait, c'est un problème de la prison dorée. Et tu le rencontres chez pas mal de développeurs qui ont été recrutés comme ça sur des très hauts salaires et qui disent c'est à chier, mais je prends tellement de cash, j'arrive pas à me dire que je vais m'en aller. Ouais. Et ouais, mais en fait, t'es dans une prison dorée et ça arrive. Hein. Ouais, ça je comprends bien, mais ça n'arrive pas au patron. Je veux dire, une boîte qui a une culture d'entreprise très forte et où c'est un de ses arguments, en fait, quand tu ramènes un... Ouais, sinon tu peux te planter sur un recrutement, mais en fait, c'est à ça que servent les périodes d'essai. Ouais, c'est à ça que servent les périodes d'essai. Et en vrai, le premier jour, le collaborateur il arrive dans la boîte, il va être trop mal à l'aise, les gens, ça va vite se voir que le mec il file pas en fait.
Ouais. Et en vrai, je pense que si tu crois, si ta culture d'entreprise elle est forte, que l'expérience elle est vraiment intéressante dans la boîte, en fait, ton équipe elle va rejeter les gens qui ne fit pas en termes de culture. C'est très difficile de toute façon de greffer quelqu'un qui est complètement pas dans la culture à l'intérieur de la boîte. Ça ne marche pas. Et du coup, je pense qu'en fait, quelqu'un qui ne fit pas, c'est plus simple d'aller le voir pendant la période d'essai et lui dire manifestement ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. On va t'aider à trouver un endroit où tu te plais mieux, ne serait-ce que parce que maintenant je te comprends mieux. Et je comprends pourquoi ça ne marche pas chez moi. Par contre, je connais des boîtes qui fonctionnent comme toi tu fonctionnes. Ouais. Et il y a des boîtes dans lesquelles les gens vont du coup être très bien et s'épanouir. Parce que ça va correspondre à leur façon d'être. Est-ce qu'on peut dire une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais développeurs, il y a juste des développeurs qui sont bons au mauvais endroit? Non, il y a des bons développeurs, ils bossent chez Clever et les meilleurs peuvent venir chez Clever. Ah mais il y a un moment où... Non, je suis d'accord avec toi. Mais même, tu vois, par exemple, moi dans le passé, je suis arrivé dans des boîtes, j'étais un code c'est de la merde, et je suis parti du principe que parce que le code c'était de la merde, les mecs qui l'ont codé, ils étaient mauvais. Alors qu'en fait, 6 mois après, je me barrais de la boîte parce que j'étais pas bien. Et je me dis, bah si c'était dans les mêmes conditions, je comprends qu'ils aient fait du code de merde, tu vois. Ah oui, non mais clairement, il y a des situations dans lesquelles tu ne peux faire que de la merde. Et tu le sais, en fait, tu arrives et ça ne va être que de la daube. Et en même temps, tu as des situations dans lesquelles tu vas faire grandir des gens. Nous, par exemple, on a cette particularité, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens dans cette boîte qui sont rentrés sur un stage, qu'on a pris en alternance. Des fois, on les a changés d'école pour les coller dans une école où on allait pouvoir les prendre en alternance en les payant. Parce que l'école d'avant ne voulait pas faire ça. Et donc, moi, ça ne me dérange pas de payer les études de quelqu'un. Je trouve que c'est bien. Et ensuite, ils sont devenus CDI. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont fait ça parce que c'est un bon parcours, tu apprends à te connaître, et on a fait grandir les gens, et on est connu pour avoir fait grandir des gens. C'est-à-dire qu'on sait former des développeurs, nos développeurs, à la façon dont on réfléchit, et ça se passe bien. Et il y a des endroits comme ça qui sont des très bonnes nurseries où tu vois les gens grandir. Je pense notamment, et aussi parce qu'ils sont à l'autre bout de la table, même si les gens de la caméra ne le voient pas, il y a une team d'OVH à Brest qui était leadée par Steven Leroux à la base. Qui du coup est dans le bureau là maintenant à Nantes. Maintenant Steven est à Rennes. Steven est à Rennes, les gens dont tu parles, ils sont là. Ouais, et en fait ils ont été recrutés juniors. Ouais. Et moi je les ai connus tout juniors, c'est-à-dire qu'ils sortaient de l'école et tout, ils étaient juniors. Ils étaient tout juniors, ils savaient rien, tu vois. Enfin, c'était... Quoi ? C'était un Nissen qui... Enfin, j'ai perdu. Il y a d'autres formations de développeurs à Brest que Nissen. Il y en a 3. C'est pas le sujet, il n'était pas enregistré. On en revient. Et donc en fait, toute la team a grandi. Et Steven a fait grandir sa team. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Ils sont sur des sujets de big data compliqués. Enfin, c'est assez brillant ce que les mecs réussissent à effectuer dans cette équipe-là. Il les a fait grandir. Ouais. Il a laissé sa place de chef. Il est parti s'occuper d'autres trucs. Il a laissé sa place de chef à une des personnes qu'il avait recrutées, qui lui-même a continué à faire grandir les gens, a laissé sa place de team leader à un de ses poulains et est parti s'occuper d'autres gens qu'il fait grandir. Et en fait, c'est très vertueux. Tu vois une nurserie fonctionner bien, qui génère des gens contents et qui exécutent et qui font un bon produit et qui sont cool. Et pour moi, c'est clairement un bel objectif. Et pour moi, quand tu recrutes quelqu'un, c'est un mec qui s'appelle Vincent Rostin qui m'avait expliqué ça, le Kern for IT, qui est un mec qui m'a expliqué énormément de choses au démarrage de ma boîte important. Il m'avait expliqué que tu recrutes pas les gens, en fait tu fais un cycle de vie du collaborateur. Et en fait, ton collaborateur, il va rentrer chez toi, va te rapporter de l'argent, et quand il va sortir, il va... Quand il va sortir, d'abord, il doit valoir plus cher que quand il est rentré. C'est-à-dire que sa valeur sur le marché de l'emploi doit avoir augmenté parce que tu lui as donné de la valeur ajoutée. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un truc dont je parlais avec Clément tout à l'heure, c'est qu'un collaborateur, il ne pense pas à partir tant qu'il a l'impression d'être plus employable en restant dans la boîte. Ouais, mais au-delà de ça, à chaque fois que tu as quelqu'un qui passe dans ta boîte, ou sous tes ordres, ou machin, enfin, tu dois te dire, la personne, elle rentre à tel niveau, elle sort à tel niveau, et on a multiplié sa valeur. Ouais. On l'a fait augmenter. Et moi, je me souviens, ça a été des discussions très dures parce que j'étais au bord de plusieurs boîtes ou des assos. Et moi, je me souviens en particulier d'une fois d'un manager d'un truc où on était au bord et il y avait des salariés qui partaient pour de bonnes raisons en plus. Ils partaient.
et minimiser le fait. Et je lui ai fait, mais enfin, tu te rends pas compte, X, tu te rends pas compte. Machine, elle est rentrée chez nous, elle valait ça, elle avait ça, elle avait ça. Et aujourd'hui, elle sort chez nous 1 an et demi plus tard, elle est moins bien. Elle s'emploiera moins bien, elle a perdu de la valeur, et on a fait perdre de la valeur à une personne. Enfin, c'est mal. Ouais. Et c'est dangereux, et il faut jamais que ça se reproduise dans notre organisation. C'est inacceptable, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il n'avait pas du tout réfléchi comme ça, tu vois. C'est cette idée de, t'as des gens, ils sont chez toi, tu les utilises. Ouais. Mais c'est pas comme ça. Il y a des gens, ils rentrent, et quand ils sortent, ils doivent avoir plus de valeur. Les gens, ils ont un cycle. À un moment, les gens sortent. C'est bien si tu arrives à sentir la fin du cycle et que tu places la personne à un autre endroit. Ouais. C'est-à-dire que ton objectif, ça doit être que cette personne-là continue à te rapporter à ton organisation, à apporter pas nécessairement financièrement, mais en l'ayant placé. Ça peut être quelqu'un qui va partir chez un de tes clients et t'enraciner chez le client. Ça peut être ce genre de choses. Et c'est très intéressant de voir le cycle du collaborateur comme ça, comme étant quelque chose de vertueux et non conflictuel. Même, en fait, tu vois, par exemple, sur Euratech, il y a des boîtes qui sont pas contentes quand elles se font débaucher un gars ou une femme. Et alors que moi, à l'inverse, je prends des stagiaires en sachant que je peux pas les prendre en CDI. Mais je suis convaincu qu'à la fin, que si aujourd'hui ils veulent rentrer en CDI dans les autres boîtes, ils vont pas y arriver. Alors s'ils font un stage chez nous, ils vont aller ailleurs. Et il y a des patrons qui jouent à draguer mes collaborateurs aux soirées. Et en fait, c'est cool, parce que moi, ça m'aide à embaucher, en fait. Et en même temps, ça propage l'idée de ta boîte un peu partout. Et donc, quelqu'un qui ne sait plus chez toi va propager ton produit, ta marque. Donc, c'est plutôt positif. Et donc, pour moi, il faut vraiment réfléchir aux choses comme ça quand tu es un manager. Et vraiment, genre, te poser la question, machin est rentré chez nous, est-ce que je considère qu'aujourd'hui, il a eu un gain net de son entrée chez nous, tu vois? Ouais, c'est une question que je pose même avant l'embauche. Dans 3 ans, imagine tu pars de la boîte, qu'est-ce que tu vas avoir appris, qu'est-ce que tu vas être fier d'avoir accompli, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ensuite que tu ne peux pas faire aujourd'hui. C'est 3 points, en fait j'en ai besoin. Même, tu vois, par exemple, avant j'avais bossé dans des assos, si tu ne comprends pas ce qui motive sincèrement les bénévoles, en fait ils ne taffent pas. Les salariés, on les paye pour travailler, mais il faut comprendre ce qui les motive sincèrement aussi. Ouais, mais très sincèrement, dans notre boulot, si tu veux rien glander, tu peux rien glander en fait. Donc c'est pareil, il faut motiver les gens. Parce qu'en fait, bon, ça finira par merder, tu finiras par virer les gens qui glandent rien, mais en fait, des gens qui n'ont pas envie de prod, ils peuvent ne pas prod. Puis, factuellement, moi, des fois, j'ai pas envie de travailler pendant une demi-journée. Moi, je préfère être franc avec les gens chez moi, c'est pour ça que les gens, ils commencent quand ils veulent, ils finissent quand ils veulent. Je ne vais pas leur demander quand est-ce qu'ils veulent bosser, parce que très sincèrement, s'il y a un moment où ils ont envie de sortir, prendre l'air, s'occuper d'autres choses, je préfère plutôt que les mettre dans un bureau et leur dire tu restes ici, je t'achète ton temps, je suis un vampire temporel, tu vois. Ok. Pour fermer cette parenthèse-là, il y a beaucoup de recruteurs et d'entreprises aujourd'hui qui disent que c'est difficile de recruter des développeurs en France. Est-ce que c'est vrai ou quelle est ta perception du sujet? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Alors nous on est une boîte excitante, on ne paye pas très bien mais on est une boîte excitante, ce qui fait qu'on n'a pas trop de problèmes pour recruter, enfin on n'a pas de problème de recrutement. Vous êtes très exposé. On est très exposé, c'est facile. Par contre, recruter des développeurs en France, en vrai, c'est difficile. Ouais. Et je suis très ravi d'être exposé, d'avoir un projet excitant et tout, parce que je serais vraiment emmerdé si j'avais pas cette situation-là pour faire du recrutement, parce que je trouverais ça vraiment difficile. Donc j'ai vraiment une situation aujourd'hui, mais qui est liée encore une fois avec cette histoire de on fait un produit pour développeurs qui du coup machin. Enfin, ça simplifie énormément de choses. Ça complexifie d'autres trucs, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais tous ces trucs-là sont simples et c'est agréable. Aujourd'hui, je trouve que recruter est difficile. D'abord parce qu'il y a ce marché qui est en très, très grande tension, où on a une compétition internationale et où en plus il faut avoir des discussions rationnelles avec les politiques. Enfin, quand aujourd'hui je vois un politique se réjouir en me disant il y a Google qui arrive, qui pose un centre de R&D et qui va embaucher 1500 personnes, c'est une super nouvelle. Non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ouais. Parce que très concrètement, les mecs vont raser le recrutement, ils recrutent au-dessus du prix du marché de tout le monde, donc c'est difficile pour les structures qui n'ont pas des poches infinies. Et très concrètement, tu vas avoir des ingénieurs français qu'on a formés avec de la thune française et qui sont des Français qui vont bosser pour l'intérêt américain, des actionnaires américains et du gouvernement américain qui volent les datas au passage. Et donc, ces gens-là vont rapporter de l'argent à Google.
Et on va être incapable en tant que Français de recruter à sa place là. Oui, c'est vrai. On n'a pas de problème d'embauche dans les développeurs, arrêtez de réfléchir comme ça. La réflexion de on va créer des emplois est très utile dans plein d'autres métiers, mais dans notre métier, en fait, quand des gros centres de R&D américains se posent en France, on fait perdre de l'argent à la France, d'un point de vue structurel. Ouais, je pense qu'en plus, dans un circuit fermé sur la branche, je pense que ça s'applique. C'est-à-dire qu'ils profitent du fait que notre branche elle soit bien équipée en formation, mais ils y contribuent pas. Ah mais complètement, complètement. Ils y contribuent pas et ils sont tous ravis de recruter des ingénieurs français, surtout comme ils sont pas nécessairement très bien traités dans les autres boîtes, les ingénieurs français. C'est quand même facile d'aller chez ces boîtes-là où il y a un côté un peu Disneyland parfois dans ces boîtes-là qui fait que c'est quand même pas si mal, quoi. Yes. Et donc oui, pour moi c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et aujourd'hui c'est une prise de conscience que j'essaye de faire passer à nos politiques, d'arrêter de se réjouir à chaque fois qu'en fait on diminue l'investissement français. Ouais. Parce que c'est pas une bonne chose. Pourquoi on a dit ça? Oui, et donc du coup ça distorse aussi encore plus le marché. Parce qu'en fait c'est une bonne affaire, parce que l'ingénieur français ne vaut pas très cher, il est très bien formé, on a une très bonne infrastructure pour former de l'ingénieur français, donc du développeur français il y en a plein, et donc recruter du développeur c'est difficile, et c'est pas nécessairement en voie de se régler comme problème, parce qu'on a beau continuer à former des gens, ça reste miséreux. En Pays de la Loire, parce que du coup je connais un peu les stats en Pays de la Loire, à chaque fois qu'on ouvre 2 postes, il y a une personne qui sort formée. Donc c'est ça la réalité du marché d'emploi aujourd'hui. On ouvre 2 postes, on n'a qu'une seule personne qui sort formée. Ce qui veut dire que c'est un marché d'opportunités, quand tu es dedans, c'est quand même pas si mal, quoi. Nous, notre conviction sur le problème du recrutement des développeurs, c'est que les jobs ou les entreprises ne sont pas assez bien marketés dans le recrutement. C'est pour ça qu'on fait de la marque employeur, c'est pour ça qu'on vient conseiller les entreprises. Je suis conscient que notre solution n'est pas forcément une solution complète à un problème qui n'est pas complet au sens mathématique. Ouais, faut utiliser les bons outils aux bons endroits. Moi, je trouve que ça répond à un problème, ça le fait bien, et ça crée surtout cette communauté de gens intéressants. Je pense qu'il y a des biais, notamment, on me dit c'est difficile de recruter des développeurs, et tu as des gens qui réfléchissent beaucoup en masse. Et moi, je me souviens, j'ai eu des longues discussions là-dessus, sur le problème de faire du Scala, c'est que c'est chiant à développer, parce qu'il y a peu de développeurs Scala. Et moi, ce que j'expliquais, c'est qu'à contrario, en fait, c'était plus facile de recruter, notamment au démarrage, parce que, enfin, c'est comme ça, nous, on est souvent early adopters sur des technos. Évidemment, ça te fait un bassin beaucoup plus petit, mais en fait, il y a tellement peu de gens à nager dans le bassin que c'est facile, en fait, de bien nager dans ce bassin-là, et c'est surtout facile de faire le tri. Les gens qui vont être early adopters sur des technos, ils ont envie de les utiliser, donc ils sont prêts à faire des concessions pour venir bosser chez toi parce qu'ils ont envie. 2, c'est plutôt des gens en général un peu actifs, un peu éveillés, un peu machin, parce qu'ils ont été apprendre par eux-mêmes une technologie qui est prometteuse mais qui n'est pas encore top of the hype. Donc du coup, c'est des gens qui en fait ont pris un risque par passion en faisant ça. Et du coup, ça te fait un autre truc, c'est que tu fais une offre d'annonce Java ou PHP. Prenons PHP, c'est probablement la techno la pire là-dessus. Tu fais une offre, on cherche un développeur PHP. Mais tu as des tétrachiers de réponses, de qualité, mais complètement variables. Et en plus, au-delà de la qualité, de flavor variable. Entre un bon développeur d'agence web qui sait shipper du WordPress propre au kilomètre, parce que le WordPress, ça se fait en peu de temps, parce que tu n'as pas beaucoup de budget dessus, et en même temps, il faut être capable de factoriser, etc. Mais cette personne-là ne va pas nécessairement coller pour faire un développement Laravel complexe d'un truc qui est hyper simple. Enfin, c'est pas du tout le même métier. Le mec qui a juste fait un petit peu de site du zéro et qui en fait est pas bon et dont en fait tu sais pas quoi faire, ou quelqu'un qui va être expert Zen Frameworks 2, ou quelqu'un, enfin c'est la malédiction de PHP. C'est la malédiction, tu lances offre PHP, tu récupères un bruit insupportable et du coup il faut faire du traitement du signal, ce qui est très difficile à faire. Alors que tu fais une offre d'emploi Rust, ouais, tu as peu de candidats, mais en fait, tu n'as que des bons candidats. Mais tu t'es quand même donné les moyens de réussir, c'est-à-dire que tu laisses les gens travailler en remote. Ah oui. Il y a quand même pas mal de boîtes qui me disent voilà, moi je veux des gens qui travaillent sur telle techno hyper spécifique, par contre il faut qu'ils viennent dans mon bureau, et que ce soit Castelnaudary ou Montreuil, le problème est le même en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la masse critique pour recruter quand même. C'est ça. Ou alors il faut admettre que si la taille de marché dans laquelle tu recrutes elle est petite, les opportunités de recrutement elles sont très espacées, donc le recrutement peut prendre 2 ans, quoi. À un moment, si tu recrutes des gens passionnés, le fait qu'ils bossent de chez eux, c'est quand même pas très dérangeant, quoi.
À un moment, il faut faire confiance. Bah, c'est-à-dire que, surtout sur des petites équipes, t'es 20, si tu te fais pas confiance, c'est la fin du monde, quoi. Faut se faire confiance. Et en plus, une fois que ce que tu achètes aux gens, c'est leur intelligence et leur capacité à faire progresser ton produit, que les gens fassent 35 heures, 32 ou 16, la question c'est est-ce que la personne te rapporte plus d'argent que ce que tu le payes? Oui, bon bah fine, tu vois. Et du coup, c'est pas très intéressant. Et en vrai, les gens motivés, ils font rarement 35 heures. En général, ils bossent plus. Moi, je définis souvent qu'un bon développeur, c'est quand même quelqu'un qui bosse 100 heures par semaine pour éviter d'en faire 35. C'est quelqu'un qui automatise, donc l'ambition en fait c'est de rien faire. Mais alors du coup tu te prends pour passion pour le problème et du coup tu t'acharnes comme un malade. Moi je sais que c'est mon cas. En fait c'est ça, c'est genre en fait moi je suis quelqu'un qui bosse 100 heures par semaine pour éviter d'en bosser 35. Je passe clairement pas 35 heures au bureau, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me lève la nuit et je fais des trucs et je bosse 40 heures, j'aurais pas dû. Ouais, mais tu vois, enfin, c'est compliqué. Quand t'es intéressé par ce que tu fais, t'es intéressé. Puis il y a des jours, c'est pas possible, tu vois. Moi, ce matin, c'était pas possible. Du coup, j'ai rien branlé.